tout le monde va être soumis à leur idéologie. Tout ce que fait l'OTAN, c'est augmenter les menaces envers nous. Nous sommes d'accord pour collaborer avec beaucoup de pays. Chers internautes de Géopolitique Profonde, dans le cadre de nos entretiens à Moscou, eh bien, j'ai la chance et l'honneur de recevoir aujourd'hui Youri Afonine, qui est le vice-président du Parti communiste russe et par ailleurs député de la Douma. Bonjour, monsieur Afonine. Здравствуйте. Monsieur Afonine, vous n'êtes pas connu du public français, même si vous êtes bien sûr une personnalité en Russie. Et donc j'aimerais que vous commenciez en vous présentant au public français, si vous le voulez bien. Je suis né en 1977 à Toula. J'ai terminé la faculté d'historique de l'université. Et depuis encore mes études, je suis devenu membre du Parti communiste. Et depuis 25 ans, je suis membre du Parti communiste. J'ai dirigé l'organisation du parti de Toula. Pendant 10 ans, ensuite, j'ai été dirigeant de l'organisation de jeunesse du Parti communiste. Et depuis 20 ans, maintenant, je fais partie de la direction du Parti communiste. Je suis aujourd'hui le premier vice-président du Parti communiste. Je réponds pour les questions des ressources humaines, je réponds aussi des élections, du processus électoral, député de la Douma depuis déjà 4 mandats. Et actuellement, je suis au sein de la Douma, je suis le premier vice-président de la sécurité et lutte contre la corruption. Je suppose que, au regard de votre âge, né dans les années 70, votre engagement au sein du Parti communiste est un engagement de conviction forte, parce que ce n'est pas nécessairement, dans cette Russie post-communiste, la voie la plus simple. Évidemment, c'était surtout, j'ai vu juste, j'étais membre de pionniers, donc j'ai vu très peu, mais j'ai vu quand même une partie de l'époque soviétique. Et mes parents, mes grands-parents ont donné cet esprit et cet amour. Et donc pour eux, la chute de l'URSS était une tragédie, tout comme pour ma famille et beaucoup de générations habitants de notre pays. Donc le Parti communiste, pour nous, était important de s'orienter. Donc suivre M. Zyuganov était important de le suivre. Lui était gouverneur de la région. Et donc je voulais être épaule contre épaule pour lutter contre l'économie de marché, contre les réformes qui étaient en train de se faire d'une façon sauvage dans les années 90. Et donc ce qui était Chubais et Gaïdar étaient en train de mettre en place une économie de marché qui était assez sauvage. C'est une période dans les années 90 noire pour notre pays. Et donc, nous, on luttait pour que le pays s'améliore et pour que le pays fasse face. Et donc, aujourd'hui, le Parti communiste étant le premier parti d'opposition, le Parti communiste a aussi beaucoup changé. Et ces changements, je suis persuadée, sont liés au fait de la direction, comme Zykhanov et nos proches qui sont battus pour que le pays puisse être souverain et puisse être indépendant. Nouvelle question, Youri Afonine. Quel rôle joue le Parti communiste russe dans la vie politique russe? Est-ce qu'elle a un rôle important, un rôle d'opposition, d'un complément majoritaire? Quelles sont ses fonctions dans le système? Donc, si vous voulez, depuis des années, toutes ces années, depuis la chute de l'URSS et l'existence de l'URSS, c'est la première force d'opposition, le Parti communiste. Nos candidats à la présidentielle ont participé à toutes les campagnes présidentielles
et donc étaient les candidats qui représentaient face depuis toutes ces années, à deux reprises, notre parti prenait première place au sein du Parlement. En 1996, ce qu'on a pu résister à l'équipe de Yeltsin, cette époque-là, ces élections, lorsque toute l'oligarchie travaillait contre notre candidat, toutes les ressources, y compris américaines, y compris l'argent des Américains, a servi pour ne pas permettre à un communiste d'être élu. Et aujourd'hui, notre parti actuellement occupe une place très stable, très ancrée dans le champ politique russe. Et trois de nos amis sont des gouverneurs. Il y a des gouverneurs, trois d'entre nous, ils ont été élus par eux-mêmes. Donc, la République de Khakassie, Konovalov, Ulyanovsk, donc la patrie de Lénine, Alexei Rouskir, et donc à la patrie de Zyuganov, un autre est gouverneur. Donc nous avons 10 000 élus, les municipalités et terminant par la Douma, où on est la deuxième force politique. Et je peux dire que beaucoup de questions liées à la politique extérieure, nos regards sont les mêmes, nos soutiens, on est les mêmes que le parti au pouvoir. Là-dessus, sur la politique extérieure, nous sommes tout à fait solidaires. Le ministre des Affaires étrangères Lavrov, un autre soutien parce que il est très différent de ceux que faisait Yeltsin à l'époque et ce que faisait Kozarev. C'était à chaque fois du recul des positions russes face aux Occidentaux, et quand les conseillers américains étaient compris dans les ministères en tant que conseillers. Donc cette époque-là, notre pays était quasiment au bord d'une espèce de démantèlement, et tout cela, le souveraineté était perdue, et aujourd'hui, la ligne extérieure, elle est extrêmement solidaire. Et tout ce qui est sur le développement interne, nous ne sommes pas pareils. Donc, nous ne comptons pas sur le même modèle économique et le même système. Et si on regarde bien ce que disent les gens, les opinions publiques et tout ça, il est soutenu aujourd'hui par les citoyens russes. Et ce qu'on veut, c'est le retour du socialisme dans notre pays. Alors justement, quelles sont les valeurs? En quoi le Parti communiste russe a changé de l'époque où il dirigeait justement le pays? Est-ce que les valeurs sont nouvelles? Mais si vous voulez, ce qui a changé, l'idéologie communiste, marxiste-léniniste, elle a changé et elle a varié. Mais jusqu'à maintenant, pas seulement en Russie, mais dans le monde entier, le travail de Marx et Engels ont lu le travail de Lénine, et donc il a permis de développer cette idéologie. La théorie d'impérialisme de Lénine, c'est toujours continuer à être décrire ce qui se passe dans le monde moderne. Et ce qu'a fait aussi Zyuganov comme travaux intellectuels permet la Russie sous la menace du globalisme, etc. Tout ça, ça a permis traduit en plusieurs langues, et donc ça a permis d'être étudié dans plusieurs pays. Et sinon, autrement, si on regarde ce qui a changé au sein des statuts du Parti communiste, ce qu'on permet aujourd'hui,
on permet la privatisation, c'est-à-dire la propriété, mais on souhaite aussi que la plupart de secteurs doivent appartenir à l'État. Nous sommes pour la religion, c'est-à-dire on n'est pas contre. Nous avons beaucoup de communistes aujourd'hui qui sont des croyants et qui sont chrétiens ou musulmans, et ils sont bouddhistes, ils peuvent pratiquer leur religion. On comprend qu'il faut marcher à l'avant-garde, pour avancer, et que l'URSS aurait pu continuer si le gouvernement avait eu cette démarche-là et non pas une forme de trahison qui ensuite qui n'ont pas permis cette transformation. Donc, tout ce qui est propriété, l'entrepreneuriat, tout cela, ça permet aujourd'hui activement. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, y compris, sont sont tout à fait pour le Parti communiste sans problème. Donc, nous développons dynamiquement et nous travaillons, mais la base reste toujours marxiste-léniniste. Comment évaluez-vous aujourd'hui, Youri Afonin, l'héritage soviétique? Est-ce qu'il y a eu un inventaire sur le plan historique? Les Chinois ont quelque chose, ils disent, quand ils parlent de l'époque Mao Zedong, 70%, et à 30%, il n'avait pas raison. Et moi, comme historien, je parle pareil, avec cette légèreté en tant qu'historien. Tous ceux qui prennent des décisions importantes. Mais pour parler de l'époque soviétique, je peux dire à 90%, les gouverneurs de l'URSS avaient raison. Mais je peux dire que ce que fait la révolution d'octobre, l'Empire russe était de toute façon en train de chuter l'Empire, et c'est les bolcheviks qui ont permis à ce que le pays reste consolidé. Et ensuite, il y a eu des conflits et le pouvoir soviétique a pu faire face aux conflits. Et ensuite, il y a eu le processus d'industrialisation où, à l'arrivée d'Hitler en Allemagne, la guerre était inévitable à cette époque-là. Et ensuite, cette horreur de guerre contre l'Allemagne, et ça a changé beaucoup de choses. 27 millions de personnes, nos citoyens ont dû reconstruire beaucoup de choses, et tout cela, ça a été pu réaliser parce qu'il y avait cette idéologie. Il y avait des erreurs aussi, mais beaucoup de processus qui se déroulaient à ce moment-là étaient liés aux erreurs. Et beaucoup d'erreurs étaient commises par Khrouchtchev et qui ont eu des conséquences longues. Donc, tout ce qui était industrie populaire n'avait pas bénéficié de contrôle suffisant pour que ça fonctionne. Et beaucoup de questions économiques aussi n'ont pas trouvé de réponse adéquate. Et la question monétaire y compris, qui n'a pas été correctement réglée. Mais si on peut parler, il y a quand même, c'était quand même une époque grande pour nous, et ce que la Russie a aujourd'hui, la Russie moderne, c'est sur la base de ce qui a été construit à l'époque soviétique. Donc, le système énergétique important et fiable, l'économie de défense, tout cela a été quand même mis en place par l'époque soviétique, et aussi l'éducation soviétique qui a été de qualité, le patriotisme qui aujourd'hui est transmis correctement. Et voilà. Youri Afonin, est-ce que vous attachez beaucoup d'importance aux libertés publiques, en particulier à la liberté d'expression, et jugez-vous
que ces libertés publiques sont aujourd'hui bien respectées en Russie? Si vous voulez, le Parti communiste, sans même tenir compte que c'est un parti se construit à la base de marxisme, léninisme et Engels, et donc c'est un parti qui, pour la liberté de parole, liberté de pensée dans le pays, et nous qui portons ce genre de réformes, c'est très très important des réformes qu'on porte dans ce sens-là. Et donc, nous sommes très respectueux de ce que font les journalistes, les recherches, etc. Si vous cherchez, vous verrez auprès des journalistes russes, vous verrez qu'ils sont tous, que heureusement qu'il y a le Parti communiste parce que ils permettent de défendre en tant que parti d'opposition, de s'exprimer à tous les courants de la société. Mais sinon, pour parler, de dire qu'on pense, tout ce qui se passe d'une façon fondamentale, on dit toujours ce qu'on pense et on a toutes les libertés pour le dire. Notre discussion, c'est clairement tout ce qui est extérieur, on soutient, tout ce qui est à l'intérieur, on est force de proposition et ne sont pas d'accord surtout avec la Russie unie. Mais ils sont tranquillement, nous leur disons depuis la tribune de la Douma, on dit à la télévision, on dit sur nos manifestations. Donc tout cela aujourd'hui, avec la liberté qu'offre l'Internet, est exceptionnel. Il n'y a aucun moyen d'arrêter cela. Et tout ce qu'il faut, c'est de dire et d'échanger aussi, c'est-à-dire qu'il y ait une possibilité de dialogue. Comment jugez-vous la politique économique et financière du gouvernement de Vladimir Poutine aujourd'hui? Si vous voulez, depuis l'entrée de la Crimée et de Sébastopol au sein de la Fédération de Russie, depuis 2014, notre pays a dû faire face à beaucoup de sanctions internationales, 30 000 sanctions contre les personnes, tout ce qui est économique, etc., et les banques. Et donc forcément, l'économie russe a dû faire face à des difficultés. Mais malgré tout, nous, on a su, en tant que communistes, beaucoup de nos propositions sont mises en place aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas d'autre choix et quelque part, cette souveraineté, nous, on l'a demandée et on l'a obtenue quelque part au sein de l'économie, des technologies, souveraineté dans l'agriculture, et le pays a commencé à changer. D'un côté, les sanctions ont frappé, mais de l'autre côté, ont permis à ce que le pays se développe en bonne direction. À l'époque soviétique, les avions étaient construits parce que ça faisait partie d'un développement technologique et industriel en miroir des Airbus et Boeing. Et donc, beaucoup de Russes pensaient que ce n'est pas nécessaire parce qu'en face, il y a des avions qui sont construits très bien. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont construites parce que il est nécessaire d'avoir à soi. Donc, ces pays qui ont souffert, ce sont plutôt ces pays qui étaient nos fournisseurs. Et nous, on a dû trouver des capacités de construire notre propre industrie, faire nos fromages, faire nos vins. Et il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui retrouvent en exportation justement notre production, alors que... Et nous, on a été toujours dans cette direction. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voulait se réalise. Mais de l'autre côté, la position du Parti communiste, là on est différent, c'est que nous, on considère que le pays doit être, le gouvernement doit contrôler beaucoup de choses, contrairement à ce que propose la Russie unie. Ce qui se passait dans les années 90, la privatisation pour rien du tout, beaucoup de choses sont arrivées entre les mains des gens qui étaient malhonnêtes et corrompus. Nous, on veut aujourd'hui plus de contrôle, donc on veut rajouter
ajouter à une forme de contrôle sur les secteurs importants, tout ce qui touche à l'énergie. La production des produits de première nécessité, toutes les industries qui sont les plus importantes doivent être maintenues sous un contrôle et planification. Et que sans cela, y compris les compagnies étrangères et occidentales ont des plans planification. Donc cette planification, c'est pas quelque chose. Donc ils ont, depuis les années 50, ils avaient mis en place eux-mêmes des planifications. Et la planification stratégique, ce qu'on a promu, la stratégie, planification stratégique, c'est quelque chose de bon pour tout ce qui touche aux finances, les crédits, tout cela est important, et tout ce qui est voilà, 21%, c'est beaucoup trop fort par la Banque centrale. Donc on considère que c'est trop fort. Mais le plus important pour notre parti, c'est le développement du pays. Et ce qu'on doit faire, c'est continuer, y compris après le succès de l'opération spéciale pour assurer un succès à notre pays. Dans le rapport commercial international, comment jugez-vous les initiatives telles que les BRICS? Si vous voulez, la Russie n'a jamais coupé les relations diplomatiques et économiques avec les pays de l'Occident, y compris de l'Europe. Moi-même, j'ai beaucoup participé dans les forums internationaux avec d'autres parlementaires. Il y avait beaucoup de relations. Et je pense qu'on avait travaillé tout à fait correctement en partenariat. Mais la sanction a permis à l'Occident de couper ces échanges. Et nous, les communistes, on a compris que c'est ce qu'on proposait dans les années 90, regarder davantage aux relations de parlement avec l'Est, avec les pays de l'Amérique latine, etc. On avait raison. Donc on avait posé davantage sur l'Europe. Maintenant, ce qui a changé, le reste, et le monde, en fait, il est beaucoup plus vaste et il est varié. Et ce qui est en train de se mettre en place en monde multipolaire permet, c'est un nouveau modèle que permet une construction nouvelle. Ce n'est pas dirigé envers quelqu'un, contre quelqu'un, mais ça permet dans les relations internationales égales continuer à développer les partenariats et travailler en collaboration. Donc, ce qui est important pour nous, ce qui est important aussi, c'est de rester en bonne relation avec les pays de l'ex-URSS, c'est-à-dire les républiques. Et donc, tout ce qui était avec ces pays de l'étranger proche sont importants parce que la technologie a été mise en place pour que tout ça puisse collaborer ensemble. Ce que vous avez vu sur la place rouge, la parade, on a montré que la Russie continue d'avancer dans les relations avec des pays différents, y compris les Européens. Ce n'est pas nous qui avons commencé l'isolation, mais on montre aujourd'hui économiquement, y compris les pays européens, souffrent de ces sanctions davantage que nous souffrons nous, parce qu'ils tapent énormément sur l'industrie de ces pays. Il faut comprendre quelles sont les relations économiques sont importantes pour tout le monde. C'est-à-dire que couper une collaboration avec la Russie, c'est quelque chose qui n'est pas assez réfléchi et ce n'est pas correct. Mais donc nous sommes pour justement une collaboration large, mais composons avec ce que la réalité nous permet de mettre en place. Et donc ces sanctions, face à ces sanctions. Vous avez dit que vous aviez une position de solidarité vis-à-vis du gouvernement de Vladimir Poutine en matière d'affaires étrangères. Quels sont les objectifs, selon vous, qui doivent être acquis et obtenus par cette opération spéciale en Ukraine?
D'un côté, il y a depuis des années un système du Parti communiste avec nos correspondants dans les pays étrangers, dans le monde entier, avec les communistes du monde entier, les communistes et les socialistes. Depuis les années 90, au milieu des années 90, nous, on a signé un mémorandum avec le Parti communiste chinois. Nous, nous renforçons nos relations avec le Vietnam, le Parti communiste. Ça, c'est un des pays avec un développement économique très, très fort et enfin, je suis revenue de Cuba depuis très peu de temps. Et donc, nous avons parlé de beaucoup de questions de collaboration avec voilà, qui ont été ensuite entérinées à la rencontre avec à Moscou. Donc, dans les années, au début avril, enfin dans les années, le Parti communiste a réussi à réunir 91 représentants de pays, 91 représentants de pays pour faire un forum antifasciste. Donc, il y avait les communistes de partout, l'Amérique latine, Afrique, etc. Et ils voulaient dire non à la fascisation de la société. Et je peux dire, certains représentants de l'Europe disaient que beaucoup d'élites occidentales, en fait, la fascisation est en marche, Quatrième Reich, etc., est promu au sein. Donc, nous, on considère que seuls les communistes sont capables de battre les fascistes. Donc, pour qui est la stratégie extérieure, nous avons et donc, nous sommes écoutés. On permet ces discussions, on soutient, mais on est écouté sur nos recommandations. Et nous combattons le monde multipolaire. Et si vous regardez ce qu'a dit le président de la Fédération, nous sommes d'accord pour collaborer avec beaucoup de pays, mais il faut arrêter de nous dicter la volonté de telle ou telle décision politique ou économique. Et ce qui se passe depuis 3 ans a montré que la Russie ne peut pas être isolée. C'est impossible de l'isoler, donc on va continuer avec la majorité des pays étrangers. Et il y a 2/3 de la population mondiale qui habite dans ces pays qui continuent de collaborer avec la Russie. Tout ce qui fera qu'on essaiera de couper, ces pays qui chercheront à isoler la Russie vont toujours se retrouver en minorité. Yuri Afonin, quel est votre rapport avec le Parti communiste français dont on sait, ou des partis communistes européens dont on sait qu'ils défendent une idéologie mondialiste et progressiste qui semble être en totale contradiction avec les grandes valeurs et les grands principes qui animent aussi bien la Russie, la Chine et beaucoup des pays des BRICS. Le Parti communiste de Russie, c'est un parti qui est marxiste-léniniste, mais nous sommes internationaux et nous sommes patriotes. Ce qu'il n'y a pas si longtemps, Poutine a dit que le nationalisme, c'est un premier pas vers le fascisme. Et le patriotisme, c'est l'amour de sa patrie. Et nous sommes d'accord avec ça. Et nous pensons qu'il est nécessaire de continuer cette ligne de l'amitié des peuples. Mais soyons clairs que malgré tout cela, depuis des années, nous avons continué à échanger avec les représentants des partis communistes européens et nous avons organisé beaucoup de rencontres. Juste après après l'opération spéciale militaire, beaucoup d'attitudes envers nous a changé. Donc nous, on a expliqué à nos collègues, ceux qui sont en Europe, que ce qu'on fait, ce que nous combattons en Russie, le début de l'opération spéciale, c'est une lutte. Ce n'est pas impérialiste. Ce qu'ils pensent de dire impérialiste, etc., nous ne sommes
pas d'accord avec ça. C'est un combat contre les tentatives de détruire notre pays. Depuis la destruction de l'URSS, depuis l'arrêt d'accords de Varsovie, tout ce que fait l'OTAN, c'est augmenter les menaces envers nous. Et nous, on a toujours défendu cette capacité, alors que les représentants des partis communistes européens avant, ils nous comprenaient, mais maintenant, aujourd'hui, ils ont un changement de ce qui était à la base de leur engagement. Et il a changé, leur engagement a changé. Aujourd'hui, ils défendent les LGBT, ils défendent les migrants. Donc, en fait, ils font tout pour en fait, faire diversion des difficultés de leur propre peuple. Donc, ça, c'est une difficulté pour nous. Mais si on regarde ce qui se passe avec les propositions, par exemple, la vie interne, votre front populaire, les partis, ce qu'on voit. Donc, Mélenchon, qui était venu en 2018, nous avait rencontrés et il était au régiment d'immortels. Si je regarde aujourd'hui, à l'époque, c'était ressemblant. Donc, baisser l'âge de retraite. Nous, pareil. Ils avaient dans leur programme gel des produits de première nécessité. Nous aussi, on avait ça. C'était pareil. Ça fait partie de notre référendum populaire. Il y avait la question pour que les riches parlent plus d'impôts, et nous sommes pareils. Et on sait que depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, c'est l'ICF qui a été aboli. Donc, tout ce qui était pour lutter contre l'appauvrissement a changé, et les positions, ce que doivent comprendre aussi, doivent comprendre nos partenaires, malheureusement, surtout les Français, n'ont pas compris quelle est notre position au sein du monde en tant que Russie et en tant que Parti communiste russe. Mais de l'autre côté, la France, depuis la Révolution française, c'était elle qui était à la naissance des mouvements de gauche. Donc j'espère que plus tard, ils vont retrouver l'essence même de la défense des peuples et de la défense et combattre les capitaux, le transnational américain, etc., doit être combattu. Et ce n'est pas, voilà, ça ne règle pas du tout les difficultés qu'il y a d'appauvrissement des populations. Donc, Yuri Afounine, d'après vous, la racine du conflit entre l'Occident et la Russie, est-ce que c'est plutôt des raisons liées aux élites occidentales qui sont agressives, qui sont dans cette tendance fasciste que vous avez notée, ou bien est-ce que la racine du conflit, c'est un conflit civilisationnel et culturel entre des progressistes, mondialistes, cosmopolites d'un côté, et des peuples qui restent attachés à la tradition et au conservatisme? Le problème principal que je trouve aujourd'hui pour nous, c'est la destruction de l'URSS, et ce qui était un contrepoids qui permettait à être retenu à cette hégémonie anglo-saxonne. Et les États-Unis et les Britanniques, après la chute de l'URSS, pensaient que maintenant, ça y est, ils peuvent mettre en place et donc tout le monde va être soumis à leur idéologie, leur façon de voir, voilà. Et évidemment, ils n'ont pas imaginé que ce sera impossible de maîtriser la montée de la Chine, ce qui est devenu un problème pour eux. Est-ce qu'ils n'avaient pas imaginé
que leurs espoirs que la Russie va devenir capitaliste et va rester à la queue de ce système capitaliste en périphérie et vont vendre les matières premières, mais jamais sans se développer. Ce qui était à l'époque soviétique était quand même en parallèle. Donc, aujourd'hui, il y a sur les de cartes, l'URSS, à l'époque, savait faire face à la production technologique, alors que, voilà, et ça permettait à l'époque, les nouvelles technologies pouvaient développer les technologies 5 fois plus d'engins envoyés dans l'espace. Tout ça, c'était l'URSS. Et donc, sans développement, ça permettait d'installer une hégémonie. La promotion de l'OTAN vers l'Est, ils ont mis en place des menaces qui sont colossaux pour nous. Et tout ce qui se passe en Ukraine, moi j'étais plusieurs fois en Ukraine, il faut que vos auditeurs comprennent français que les Russes et les Ukrainiens, c'est un pays, c'est des peuples fraternels, c'est des peuples frères. Depuis depuis un millier d'années, vivaient en amitié, ils sont complètement liés, ils sont complètement mélangés. Et c'est l'Occident qui a tout fait pour construire en Ukraine un rejet russophobe, détester le monde russe, les Russes, et l'ont mis en place d'une façon très, très dure. Ils ont construit l'éducation autour de ça. Les enfants étaient en train de faire, y compris dans les maternelles, le russe était érigé en ennemi. Et donc l'Occident a tout fait pour construire une idéologie agressive, adressée à la Russie. C'était un conflit très, très, très important, et ça a cassé toute une vision du peuple ukrainien sur la Russie. C'est comme si c'est la même chose que de faire un conflit entre les Bretons et les Français. C'est exactement, c'était pareil, c'était impensable d'avoir ce genre de conflit et de rejet. Donc, pour nous, c'est une question de sauvegarde de notre pays et de sonner. Nous, on ne cherche pas l'hégémonie. Ce n'est pas bien l'hégémonie, ni en économie, ni en politique. Mais de l'autre côté, en tant que communistes, marxistes et léninistes, nous, on sépare les élites et les habitants. Pour nous, ce n'est pas la même chose. Donc en Europe, pour nous, y compris celles qui essayent de rentrer dans ce conflit, et d'ailleurs, la propagande soviétique avait déjà distingué ces deux éléments. Donc, on sait très bien que les travailleurs de ces pays, l'Allemagne, la France, souffrent énormément de cette destruction de nos relations. Donc, ce conflit, personne n'a commencé à vivre mieux parmi ces travailleurs. Donc, on est intéressé par le fait d'arrêter au plus vite ce conflit et de rétablir nos relations amicales dans notre histoire, comme l'a été des périodes différentes. À l'époque soviétique, on se souvient, donc l'interventionnisme, ce que faisaient les Français. Ensuite, ils étaient à l'époque et pendant la guerre, la Seconde Guerre, on a eu des alliances. Moi, j'ai fait une annonce à la Douma quand nous avons proposé de changer le nom, revenir Stalingrad. Moi, j'ai donné justement l'exemple de la station Stalingrad à Paris. J'ai parlé de votre écrivain, Jean-Richard Bloch, qui a dit 3 divisions
qui sont entrés en juin 1940 et qui ont souillé Paris. Ils ont été frappés par l'armée rouge et détruits complètement par l'armée rouge à Stalingrad. Et ce qu'avaient fait les résistants français, le Normandie-Niemen, qui a été une exceptionnelle collaboration, des choses qui étaient grandioses et ce qui prouvait des éléments vraiment très, très, très intéressants, même y compris pendant la guerre froide. Il y avait beaucoup de choses qui ont pu travailler correctement. À l'époque de François Mitterrand, on a pu travailler, y compris en Allemagne comme en France. Donc, il y avait bien des résistances qui permettaient de travailler. Donc, les élites doivent comprendre que le plus important, c'est de développer nos pays et pas leur imposer un choix alors qu'ils sont souverains pour choisir qui élire au Parlement ou qui élire en tant que président. Et aujourd'hui, depuis Macron, on sait qu'il y a une politique agressive anti-russe, ce qui n'est pas du tout bon, et ceux qui souffrent de ça, c'est tout le monde. Donc on espère que cette page doit être tournée et qu'on doit revenir à une normalité de collaboration. Mais je peux dire que les pays et les étrangers n'ont aucun intérêt, les États-Unis n'ont aucun intérêt à ce que l'Europe retrouve un dialogue. Donc notre séparation est quelque chose qui les motive, parce que le potentiel de l'Europe en alliance avec la Russie est réellement très important et économiquement crée une concurrence valable. Alors, Yuri Afonin, est-ce que vous restez optimiste sur les relations entre l'Europe de l'Ouest et la Russie demain, ou bien considérez-vous, comme d'ailleurs le président Macron, qui considère et qui juge la Russie comme une menace existentielle, considérez-vous vous aussi que l'Union européenne est pour la Russie une menace existentielle aujourd'hui? La Russie n'a jamais été une menace existentielle pour la France. Malheureusement, la politique irréfléchie de la promotion de l'OTAN et y compris l'interventionnisme dans les affaires internes ukrainiennes, etc. Tout cela, c'est ce qui était pendant le putsch de Maïdan, ce que faisaient y compris les garants comme le président de la France n'ont pas été respectés. Tout ce qui a été fait, c'est-à-dire le non-respect des accords de Minsk, tout cela avait reporté en fait à l'armée ukrainienne de devenir de plus en plus renforcée et a provoqué la réaction de retour de la Russie, de la Fédération de Russie. Tout ce qui était d'une façon provocationnelle, enfin provocations qui sont dites que ça représente une menace, ça n'a aucun fondement. Nous, ce qu'on veut, c'est défendre notre monde russe. Nous défendons les russophones, nous défendons les Russes, alors que les accords de Minsk prévoyaient une sauvegarde et une protection pour ces populations. Toutes ces annonces sont vraiment infondées et destructrices. Et en réalité, je sais quels sont les processus politiques et économiques qui sont aujourd'hui au sein de votre pays. Et je pense que malheureusement, tout est fait pour diversion, pour vous divertir de ce qui se passe en interne, de vos difficultés économiques. Et en fait, quand on parle de contingents au sein de l'Ukraine des Européens, c'est une erreur absolue. Et la France a pu fournir les scalps à l'Ukraine, que parmi les mercenaires, il y avait beaucoup de Français, il y avait peut-être pas que mercenaires, il y avait des Français. C'est une grande erreur parce que la Fédération de Russie, contrairement à la direction de la France d'aujourd'hui, n'a jamais
manifester d'actes anti-amicaux envers la Russie. Donc, espérons que cette page, qu'on sait qu'on va essayer même de l'oublier, mais il faut la surmonter, cette page. Et donc, les échanges, ce que fait aujourd'hui Macron, Tusk et Merz pour mettre en place des règles, nous imposer des règles et des conditions. La Russie est d'accord pour mener voilà, ça a été dit, les Russes sont prêts pour négocier, mais ce sont des échanges qui vont partir d'une idée de système de défense valable, avec les intérêts sauvegardés des deux pays. Voilà, ce qu'on veut se dire, c'est la Russie n'a jamais représenté de menace pour la France, donc ça n'a jamais été. Et puis, ce que cherche à faire en poussant le peuple français dans un conflit n'a aucun intérêt, parce que nous souffrons tous à cause de ça. Et nous pensons qu'il est nécessaire de rétablir et trouver des relations, retrouver les relations entre nos deux peuples. Et j'espère qu'il y aura cette possibilité et cette machine de propagande va s'arrêter et va comprendre que c'est complètement inefficace. Malgré votre optimisme, est-ce qu'il vous arrive de craindre que la confrontation actuelle entre l'Occident et la Russie s'achève par une véritable guerre ouverte entre l'OTAN et la Russie? La menace existe, mais je pense que les élites occidentales, et surtout les États-Unis, et Trump, un homme d'affaires pragmatique, doit comprendre que dans ce conflit entre l'Occident et la Russie, il n'y aura pas de vainqueur. C'est un conflit sérieux. Ce conflit qui, sérieusement, peut amener à la destruction de notre planète. Donc, utiliser ces nationalistes ukrainiens dans la lutte contre notre pays peut conduire notre pays, notre monde vers la catastrophe. Et j'espère que le bon sens trouvera trouvera donc tout ce qui est impossible de gagner contre la Russie, ni politiquement, ni économiquement, ni militairement. Donc le potentiel de la Russie ne permet pas de perdre. Et maintenant, sachant que beaucoup de pays soutiennent la Russie du Sud global, donc on espère que les intérêts vont être respectés. Et donc on espère le retour à la vie calme. Mais c'est possible seulement, c'est pas seulement quand les habitants le veulent, mais que les gouverneurs doivent engager un dialogue. Et que parler d'une position de force, c'est impossible. Les États-Unis commencent à comprendre cela. Donc j'espère que l'Angleterre et la France et l'Allemagne vont comprendre ça aussi et vont commencer à discuter constructivement pour la construction d'une paix valable, d'une paix. Et l'Europe, en fait, ça permet la paix dans le monde entier. Cette émission touche à sa fin. Yuri Afonin, un dernier message à adresser aux Français plus spécifiquement? Chers Français, c'est vrai que nos pays sont très liés. Nous avons de belles histoires dans le passé, notre passé, notre victoire sur le fascisme. Et le président de la Fédération de Russie a toujours souligné
la résistance française et ce que faisaient nos alliés dans cette victoire. Donc nous avons la nécessité de retrouver ce qui nous unit et notre amitié, nos relations économiques, culturelles, tout cela peut nous renforcer. Et donc, il est important de pérennement comprendre que nous vivons dans un monde uni, dans un monde, certes, est actuellement sous pression tectonique, mais nous sommes persuadés que nous allons retrouver sur différents niveaux politiques, retrouver et rétablir ce qu'on avait perdu depuis ces quelques petites années, surtout parce que l'Occident avait choisi de punir la Russie pour ses choix souverains. Donc nous allons revenir à à l'amitié. Donc l'amitié franco-russe, elle est jamais partie. Ce sera toujours là et les élites vont partir et vont être remplacées eux. Donc nous allons nous avons un grand avenir tous ensemble et nous allons travailler en partenariat voilà, des décennies et des centenaires. Un grand merci, Youri Afonine, pour la qualité de ces échanges. Merci. Merci. Спасибо. Спасибо. Yes.